C'est parti pour ce dernier talk avec Olivier, que je vais inviter également. En attendant, ne partez pas tout de suite après la conf d'Olivier, restez pour les derniers mots d'organisation. C'est toujours sympa. J'espère que cette première édition de Code Nord vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours aux organisateurs, hein, des choses à améliorer, ou des choses à garder, les choses à ne plus faire, etc. On va essayer de s'améliorer. Bonjour Olivier. Hello, est-ce que vous m'entendez? Moi je t'entends en tout cas. Ok, Donc, bah super. t'entends. C'est parti, je te laisse la main. Ok, bah c'est parti, j'ai combien de temps? T'as 45 minutes. 45 minutes. Bon, bah je vais essayer de tenir en 40 minutes, 35-40 minutes pour garder du temps pour des questions s'il y en a. Ça marche, on fait ça. À tout. Merci. Allez, à toutes. Bah écoutez, bienvenue pour mon talk. Je passe en fin de journée. J'avoue que je stresse un petit peu parce que je vais effectivement vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler des dinosaures dont je fais partie d'après certains, parce que je fais partie, a priori, peut-être une espèce en voie d'extinction. Donc, je vais vous parler de tout ça, sachant que, effectivement, ce talk, je l'ai déjà joué une fois en comité un peu plus restreint. J'en ai écrit un billet de blog que certains d'entre vous ont lu déjà. Donc, par avance, je m'excuse à tous ceux qui ont déjà lu mon billet de blog euh, parce que vous allez entendre des choses que vous avez déjà lues. Mais voilà. Donc, bah, écoutez, je vous propose qu'on commence tranquillement. Donc, moi, je suis Olivier Poncet, je suis directeur technique et artisan du logiciel. Je travaille chez Suricats Consulting. Donc, je suis amené à travailler avec pas mal de clients dans des environnements cloud, comme on a vu aujourd'hui sur certains trucs qui étaient vraiment excellentissimes, et sur des environnements parfois qui sont plus old school, sachant qu'effectivement, je viens d'un milieu old school. Et donc, pour commencer, petit spoiler alerte, c'est peut-être même plus un disclaimer, on va dire. Donc, l'histoire, elle va aller, on va descendre un petit peu au tréfonds je dirais, de, de la morfondrerie, j'ai envie de dire, voilà, si on peut trouver un mot. Mais l'histoire se finit bien. Voilà. N'ayez crainte, je vais vous faire part de choses qui sont des réflexions très personnelles que j'ai eues, que certaines que j'ai encore. N'y voyez pas du tout un jugement de valeur. Certains verront qu'il y a peut-être des attaques sur le cloud, sur l'IT, sur des gens ou des façons de se comporter. Ce ne sont pas des jugements de valeur, ce sont des choses qui m'ont agacé à un moment donné. Et vous verrez, toute l'histoire va s'éclaircir là tout de suite dans un instant. Et donc, laissez-moi vous commencer par vous parler d'une petite histoire. Une petite histoire sur les dinosaures. Pour certains, vous avez déjà vu ce film célèbre qui est Jurassic Park. Donc, un film qui a qui a plus de 25 ans maintenant, dont l'idée remonte à il y a près de 30 ans. Et donc, dans ce film que vous avez sûrement tous vu, en tout cas une bonne partie d'entre vous, il y a une scène où à un moment donné, vous avez le docteur Ellis Slater, Alan Grant et le mathématicien Ian Malcolm qui sont en train de monter des marches. Ils viennent de découvrir, on vient de leur annoncer qu'on a réussi à cloner des dinosaures, et puis ils échangent entre eux un petit peu sur cette news qui leur explose au visage. Et le docteur Sattler dit mais à quoi vous pensez? Et le docteur Grant répond, bah, finalement, bah, là, on va se retrouver au chômage. On a réussi à recréer des dinosaures, on va se retrouver au chômage. Et le docteur Malcolm qui dit par-dessus, qui dit, mais vous voulez pas dire éteint? Finalement, cette petite séquence montre qu'à un moment donné, il y a une évolution, que dis-je même, une révolution technologique qui tout d'un coup leur a fait perdre un petit peu le sens de leur travail par rapport à cause de la technologie du clonage. Et cette séquence est un petit peu, on pourrait croire qu'elle est un petit peu anodine comme ça, elle a été placée un petit peu par hasard sur le film, mais en fait pas du tout. Si on remonte sur la genèse du film, cette séquence, elle est tirée d'une histoire vraie. Au moment où Steven Spielberg voulait réaliser ce film,
il voulait absolument, donc début 91, il réfléchissait au film, il s'est dit, là, je veux faire un film qui claque, techniquement parlant, un film qui apporte vraiment des effets spéciaux qui soient extraordinaires, qu'on croit aux dinosaures à l'écran. Donc pour ça, il engage un des meilleurs spécialistes des effets visuels qui s'appelle Phil Tippett. Donc excusez du peu, c'est quelqu'un qui a travaillé sur La Guerre des Étoiles, Le Retour de Jedi, Starship Troopers. Il a travaillé sur un grand nombre de films. C'est vraiment une pointure dans le cinéma des effets spéciaux, dans le cinéma d'animation. Et donc, à l'époque, ils ont décidé que les techniques qui seraient retenues seraient des techniques basées sur des animatroniques animés en image par image, donc par la technique de la stop motion, pour ceux qui connaissent. Et vu que cette technique est quand même très bien maîtrisée depuis plusieurs années, qui a été popularisée depuis les années 50-60, notamment par Ray Harryhausen, ils se sont dit, bah voilà, on va utiliser cette technique, ça va donner de bons résultats, ça donnera des dinosaures qui sembleront réels. Pourquoi? Parce qu'ils sont réellement filmés à l'image. Donc en fait, Phil Tippett a commencé à travailler un petit peu sur la modélisation de ces dinosaures, les créer, je suis désolé, j'ai oublié d'avancer dans mes slides. Il a commencé à travailler sur ces dinosaures, il a commencé vraiment à faire des prises de vue test, etc. Et il a avancé un petit peu sur ce sujet. En parallèle, il n'était pas seul à travailler dessus, puisqu'il y avait son compère vraiment qui travaille avec lui depuis plusieurs années, de chez ILM, Industrial Light of Magic, qui est Denis Muren, qui, eux, s'étaient attelés à la tâche en se disant, mais est-ce qu'on ne peut pas, avec les technologies de maintenant, peut-être faire mieux? Et ils se sont dit, bah, on va tester l'approche image de synthèse. Donc, ils se sont dit, allons-y, travaillons sur les images de synthèse, faisons des tests, on verra ce que ça donnera, et puis si ça marche, on proposera à Spielberg, si ça ne marche pas, bah, tant pis, on passera à autre chose. Du coup, ils ont travaillé sur quelques séquences, certaines qui avaient été tournées en live, et puis sur lesquelles ils ont truqué les plans par des dinosaures en images de synthèse, notamment la fameuse attaque du T-Rex. Et cette séquence, ils en étaient tellement satisfaits qu'ils ont souhaité la proposer, la présenter à Steven Spielberg, qui a été vraiment ébahi par la technique. Et il s'est dit, bah, finalement, on va abandonner la stop motion et on va faire ça. Et donc, il a déclaré à Phil Tippett, qui a fait partie de la projection test, et qui lui a dit, bah, finalement, là, tu viens de perdre ton job. Et Phil Tippett qui lui a répondu, en fait, non, je viens juste d'être éteint comme les dinosaures. Et en fait, cet échange a été repris dans le film parce que c'était quelque chose de marquant en termes de bond technologique qui s'est produit à ce moment-là. Et il a été vraiment si marquant que depuis Jurassic Park, finalement, la plupart des films se sont mis à utiliser des images de synthèse à profusion et d'abandonner progressivement l'usage de la stop motion. D'ailleurs, c'était si marquant pour Phil Tippett qu'il en a fait une grave dépression. Il est tombé vraiment malade. Mais bon, je reviendrai un petit peu plus tard sur le sujet parce que l'histoire se finit bien aussi pour lui. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous parle de ça, excusez-moi, parce qu'en fait, quelque part, je suis un petit peu Phil. Depuis un petit moment. Alors, je vais pas me comparer vraiment à Phil Tippett parce que c'est vraiment un grand homme dans sa partie, mais je peux comprendre ce qu'il a vécu à ce moment-là. Et en fait, si on pouvait lire un petit peu l'histoire de ma vie là, à ce moment-là, depuis quelques mois, je me dis, bah, en fait, je suis Phil, je suis vraiment une espèce menacée d'extinction. Et pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'ai le sentiment que je suis en train de vivre aussi quelque part. Là, je suis en train de me rendre compte qu'on vit des révolutions technologiques. Les plus jeunes d'entre nous ne se rendent pas compte parce qu'ils sont déjà dans cette révolution technologique, et les plus anciens d'entre nous se rendent compte en se disant, voilà, effectivement, le monde change. Le monde tel qu'on l'a connu change, et le monde qui arrive, il va falloir s'y adapter. Et donc, avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de moi. Et je vais vous dire que pendant ma jeunesse, j'ai été vraiment un nerd. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, je vais bientôt avoir 45 ans. Je suis assez jeune pour pas être trop vieux et assez vieux pour pas être trop jeune. J'ai connu les années 70, les années 80. En termes d'IT, il y en a qui disent que je suis tout jeune en commentaire, c'est super sympa. En termes d'IT, j'ai connu pas mal de machines, pas mal de technologies, le ZX80, l'Amstrad CPC, l'Amiga. J'ai connu dans les années 90 les stations Silicon Graphics. J'ai fait mes armes vraiment sur ces machines. J'ai commencé vraiment très très jeune à m'intéresser à la technique. Et quand je dis très jeune, c'est-à-dire j'ai commencé vers l'âge de 9 ans à bricoler, à faire de l'électronique analogique. Ça m'a vraiment passionné. Et ça m'a tellement passionné que je suis très rapidement passé à l'électronique numérique,
dans le milieu des années 80 et à la programmation. Pour moi, ça a été une révélation, le fait de pouvoir créer des choses, de pouvoir allier l'électronique, l'informatique. Bref, en tout cas, c'était le temps de la préhistoire, mais ça m'a permis de me forger une certaine expérience sur le code, sur de la technique. Et j'avoue que j'étais vraiment un nerd parce que j'avais quasiment aucune vie sociale. Je vivais pour mes montages électroniques, pour la programmation. Et voilà, donc c'était vraiment mon truc. Et ce que je voulais, c'était vraiment en faire mon métier. Je me suis dit, plus tard, moi, ce que je veux, c'est écrire du logiciel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, il y a un côté créatif, on peut tout se permettre avec le logiciel, on peut tout écrire, tout faire. Par contre, il y avait un truc, c'est que les études, c'était pas trop mon truc. Je voulais très rapidement entrer dans la vie active. J'avais quelques potes qui étaient en école d'ingénieur informatique. Quand je regardais ce qu'ils faisaient, je m'étais dit, mince, ça, je sais déjà plus ou moins faire des calculs de complexité algorithmique, du code, et j'avais peur de m'y ennuyer. Du coup, j'ai fait un cycle court, j'ai fait un BTS de maintenance industrielle, et puis je me suis dit, on y va au talent, peut-être que je finirai dans l'informatique. Et c'est ce qui s'est passé. Ma première boîte m'a embauché sur la base de ce que je lui ai montré, de ce que je savais faire. Et ce qui m'a permis finalement de me former au fin des années 90 sur le tas, sur des choses qui me manquaient. Donc voilà, et donc j'étais arrivé en 1997 sur le marché du travail. Je commençais ma carrière professionnelle et me voici donc dans un nouveau monde pour moi, qui, avec le recul, c'est un ancien monde. En fait, au début de ma carrière professionnelle, le monde était vraiment très, très, très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Ceux qui ont connu effectivement les années 90, notamment la seconde moitié des années 90, où effectivement il y a eu quelques bons technologiques qui ont été faits. Alors on pense notamment à l'époque Windows 95, on commençait vraiment à passer sur des systèmes informatiques qui étaient beaucoup plus user-friendly, avec beaucoup plus de possibilités, une montée en puissance des microprocesseurs, des machines, etc. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait mes premières armes sur des technos qu'on considère aujourd'hui comme étant des anciennes technologies, des technos dépassés comme le C, le C++, etc. Bon. Même si on les considère aujourd'hui comme étant des vieilles technos, le fait est, c'est qu'elles sont toujours utilisées, mais et surtout à grande échelle, notamment dans l'industrie et sur de l'électronique embarquée, sur ce genre de choses. Mais bon, passons. Mais pour le coup, je ne me suis pas reposé sur mes lauriers sur ces technos. J'ai appris à faire énormément de choses. Java est arrivé en 95, début des années 90, 95, il commençait à exploser. Je me suis formé au Java, puis après le C#, le PHP, le JavaScript, le Go, le Rust, etc., etc. Je me suis intéressé à plein de choses, plein de façons de construire du logiciel. J'en suis arrivé à faire du TDD. Et puis plus récemment, on a parlé de BDD, de DDD. Toutes ces choses-là, je me suis formé. J'ai formé des gens. Je me suis intéressé. Je continue vraiment à progresser de mon côté, puisque j'écris du logiciel libre. Ceux qui me connaissent savent que je participe à pas mal de projets. Et j'ai mes propres projets à moi, dont un émulateur d'Amstrad CPC. On en revient toujours à la base. Et des programmes que j'écris pour différents projets et auxquels je participe. Voilà. Globalement, on peut dire que jusqu'à il y a quelques années, tout allait bien. Les choses... c'était le début de l'histoire, tout allait bien. Donc j'apprenais, on m'apprenait des choses aussi, parce que force est de constater qu'on apprend toujours des choses, il y a toujours des gens, on peut apprendre d'eux, et globalement, voilà, la force était avec moi à ce moment-là, voilà, je peux le dire. Puis un jour, il s'est passé quelque chose, je pense que c'est milieu des années 2000 peut-être, il y a quelque chose qui s'est produit. C'est l'arrivée peut-être des magiciels, ce que j'appellerais les magiciels. Les magiciels, qu'est-ce que c'est? En fait, des magiciels, ce sont des logiciels qui commencent qui ont un petit côté magique. Vous faites des choses en cliquant sur un bouton, ça vous génère toute une infra, ça vous génère tout un logiciel. Alors au début, c'était plutôt lié, limité aux IDE et au RAD, le Rapid Application Development. Ça, vous savez ce que c'est, hein, on a entendu parler de ça pendant des années. Effectivement, c'est les clicodromes. Je le vois dans les commentaires. Effectivement, c'est clicodrome. On clique, on fait des choses. On ne sait pas trop ce qu'on fait, mais souvent, on finit par arriver à faire des choses. Et puis, il y a eu la montée en puissance du web. Les technologies associées qui sont arrivées aussi. On l'a vu ces dernières années, des choses, on se disait avant JavaScript, personne ne voulait trop y toucher, etc. Puis après, il y a une sorte de standardisation. Node.js est arrivé, puis c'est devenu le top du top. Il ne fallait faire que ça. Et puis
effectivement, des choses ont changé. C'est-à-dire avant, lorsqu'on faisait du logiciel, soit on faisait du logiciel libre, qu'on appelle maintenant open source, mais on faisait du logiciel libre, donc c'était gratuit, on pouvait le redistribuer, etc. Mais ça n'avait pas trop le vent en poupe à l'époque. Maintenant, c'est devenu très, très à la mode pour les éditeurs. Et les vendeurs de logiciels, ils avaient une marotte, c'était de pouvoir de vendre des licences. Mais ils vendaient des licences one-shot. Et là, ils se sont dit, avec l'arrivée du web, voilà, on peut changer complètement de paradigme, de vendre des licences. On ne vend plus des licences à vie, on vend un droit d'utilisation mensuel. Alors, on peut penser à Office 365, par exemple, les suites Adobe, et puis il y en a plein d'autres. Hein. C'est pas mal en soi, hein. Mais on se retrouve dans une situation où on est plus ou moins utilisateur captif et condamné à payer un abonnement tant qu'on en a besoin, voilà, à vie. Voilà. Et puis est arrivée la magie du cloud. Depuis quelques années, on a eu des modes qui se sont succédés. On a eu le big data, la blockchain, l'IA, et puis la magie du cloud est arrivée comme ça, l'air de ne pas y toucher. Et on a commencé à se dire, bon, bah, pourquoi s'embêter à acheter ou à louer des serveurs dans une salle machine chez un hébergeur comme OVH ou tant d'autres, de se dire, bah voilà, on n'a plus qu'à déployer nos applications quelque part dans le cloud. Le cloud, on ne sait pas trop ce que c'est. Souvent, il y en a qui me disent, ouais, le cloud, c'est quelque part. Et on se dit des fois, ce que je vois, c'est que souvent, certaines personnes ne savent pas trop ce que ça fait derrière. Ils ont appris à utiliser plus ou moins Docker. Ils créent un conteneur Docker, parfois au petit bonheur à la chance, ils le déploient. Sur un malentendu, ça marche. Bon, voilà, on clique sur un bouton sur une IHM magique, hop, ça marche. Voilà. Le serveur web est installé, le reverse proxy marche tout seul, la base de données est configurée totalement automagiquement. Voilà, l'affaire a conclu, ça roule tout seul. Donc, plus besoin de s'intéresser au bas niveau. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on m'a affirmé que le cloud, c'est magique. Il n'y a plus à se faire chier. On a juste plus besoin de serveurs. Il n'y a plus de serveurs, il n'y a plus de machines virtuelles. C'est dans le cloud. Mais en fait, le cloud, qu'est-ce que c'est? On utilise la machine de quelqu'un d'autre, ni plus ni moins. Mais bon, apparemment, il y a des personnes qui sont au-delà de toutes ces considérations. Pour eux, le cloud, c'est magique. Derrière, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'infra. Et ils ne veulent pas trop savoir comment ça se passe derrière. Mais bon. Le problème, c'est que des fois, c'est tellement magique qu'on se retrouve dans des situations où beaucoup d'entreprises ont délégué un petit peu leurs connaissances à des plateformes magiques dans le cloud. Et finalement, quand ils ont un problème, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas ce qui se passe. Du coup, ils cliquent sur des boutons. J'ai eu, il y a quelques mois, un client qui nous a appelé en disant, bah voilà, on a un problème, un site internet français d'envergure de e-commerce qui nous dit on a un problème, notre machine, notre service tombe au bout de 70 connexions. Pourtant, on ne comprend pas, on a augmenté la machine au taquet sur Azure à 16 cœurs, 16 gigas de RAM, on a mis tous nos experts, on a tout regardé, on ne sait pas ce qui se passe, ça doit être un problème dans le code. Donc, quelque part, on leur rend service, je regarde, je dis, bah, je vais regarder, je regarde la console Azure, je me dis, bah, c'est effrayant toute cette débauche de puissance pour finalement juste ce qu'ils font, servir quelques pages web, et c'est pour un site qui n'est pas un site à fort trafic. Mais bon, et puis je commence à regarder, et puis je me dis, ouais, mais en fait, ils ont déployé une machine virtuelle qui était un template par défaut, comme ça. Ce sont les devs qui se sont occupés sans trop savoir ce qu'ils faisaient. Et puis, ils se sont dit, bon, bah voilà, on met en prod. Et puis, au final, je leur ai dit, mais regardez dans le fichier de conf d'Apache. Si ça se trouve, le fichier de conf, il est par défaut. C'est peut-être que le nombre de connexions est juste limité à 150. Ben oui, en fait, c'était ça. C'était juste ça. Un des problèmes, c'est que les outils qu'on leur avait mis à disposition étaient tellement puissants qu'ils en avaient perdu la maîtrise. Ils avaient viré leur sysops, ils avaient viré leur sysadmin. Les personnes qui savaient, ils se sont dit, bah, à quoi bon avoir des admins? On a des devs, ils ont un bouton, on clique dessus, pouf, ça marche. Voilà. Donc, c'est magique, mais au final, c'est pas si magique que ça. Et depuis quelques temps aussi, j'observe depuis 1 an, 2 ans peut-être, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais depuis quelques temps, on nous parle d'une révolution, c'est la révolution du no-code ou du low-code. On ne sait pas trop des fois où est la distinction. En tout cas, la promesse, c'est on donne un outil magique, un magiciel, un clicodrome à quelqu'un qui n'est pas codeur, il clique, il fait son appli, il clique sur un bouton, il la met en prod, et puis ça marche. Et comme ça, la promesse, c'est vous réécrivez Twitter, vous réécrivez Facebook en 5 minutes comme ça sur un coin de table. Bon. On ne se pose pas trop de questions si cette promesse, elle est tenable ou pas. Ce n'est pas le souci.
Mais du coup, ça plaît. Là, je vois de plus en plus de boîtes et d'articles qui s'y intéressent. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose hein, d'avoir des outils comme ça un peu puissants, mais je pense que la promesse est peut-être un peu survendue. Et puis, on se dit, bah, tant pis si cette application, finalement, c'est pas la nôtre et qu'elle est fortement couplée à un fournisseur, à un hébergeur. Tant pis si on ne sait pas trop comment les infrastructures fonctionnent. On ne sait pas trop où le code s'exécute. C'est pas grave. De toute façon, on a cliqué, ça doit marcher. C'est notre fournisseur qui s'occupe de tout ça. Et puis, quelque part, tant pis si on devient un peu des clients captifs et puis tributaires de 4-5 grandes compagnies mondiales. Moi, je trouve ça plutôt dommage et un peu effrayant quelque part. Mais du coup, c'est les personnes qui veulent aller vers ça, pour avoir échangé avec beaucoup d'entre elles, elles se disent, mais finalement, on va faire des économies d'échelle parce qu'on n'a plus besoin de dev. Coder, c'est l'ancien monde, il n'y a plus besoin de coder maintenant. On clique, on assemble des briques, on déploie, c'est magiciel, on n'a plus besoin de gérer notre infra, on clique, ça se fait tout seul. Voilà. Et donc, virons les codeurs, gardons les managers ou les PO, et puis ceux qui feront, entre guillemets, le code eux-mêmes. Bon, c'est dommage. Et je sens que là, c'est un monde qui s'ouvre à moi, qui me fait un peu peur depuis quelques mois. Et puis, je me suis rendu compte il y a peut-être un an de ça, avec toutes ces révolutions qui arrivent, ces évolutions, puisque ce sont et des évolutions et pour certaines des révolutions, je me dis, bah, bizarrement, on n'a plus besoin d'être bon. Finalement, comment arriver à valoriser mon expertise technique, mon expertise en tant que codeur, mon expertise, mes années d'expérience. Je me rends compte que maintenant, ce qui importe, c'est pas d'être bon, c'est de savoir cliquer au bon endroit sur le bon bouton. Et puis, ce qu'il faut surtout, vous vous en rendez compte, certains aussi, en discutant les uns avec les autres, des fois, on se dit, ce qu'il faut, c'est être dans la hype, c'est utiliser la dernière techno qui vient de sortir. Oui, on va utiliser la techno bidule parce qu'elle a été faite par Facebook. Si ça a été fait par Facebook, il faut l'utiliser. C'est la hype, c'est super cool. Tant pis si on n'en a pas vraiment besoin, tant pis si ça ne s'adapte pas au projet. Au moins, on fera quelque chose de cool. Et puis, ça va marcher forcément puisque c'est eux qui l'ont fait. Et bon, c'est un peu, je trouve que ça, c'est quelque chose qui a tendance à déraper aujourd'hui un petit peu dans beaucoup d'équipes tech. Et effectivement, cette hype, ça commence à être beaucoup plus prégnant plutôt que de se poser à plusieurs en se disant quel est le meilleur choix technologique à faire, est-ce qu'on a besoin de tel ou tel codeur, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça. Voilà, maintenant on se dit, voilà, c'est la hype-driven development, comme je vois dans les commentaires, effectivement. Et effectivement, on le voit, c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant. Et bizarrement aussi, c'est que de plus en plus, on ne fait confiance qu'aux GAFA et qu'aux GAFAM. Alors les AWS, les Google, je sais, qui sont présents aujourd'hui et ils font des super produits, ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est une boîte franco-française et peu importe notre niveau de technique, notre niveau d'excellence, souvent, on est vu comme étant, oui, nous, on est français, on ne sait pas faire les choses. Donc, on va plutôt prendre une solution chez les GAFAM. Eux, au moins, ils savent coder. C'est pas comme nous. Nous, on a inventé quoi? On a inventé le Minitel et on bouffe du fromage qui pue. Franchement, non. Eux, au moins, ils sont sérieux. Et puis, leur slogan, c'est ils font ça pour le bien de l'humanité. N'oubliez pas, Google disait Don't be evil. Bon, après, ce petit slogan, il a été supprimé. Donc, je ne sais pas si du coup, ils ont le droit d'être evil ou pas. Bon, mais je vous aime quand même. Hein. En tout cas, force est de constater, c'est que les grands groupes français, du coup, font un move qui est très fort. On prend des sociétés comme Airbus, on prend des sociétés comme Renault, ils font un move très très fort vers les GAFAM et donc en externalisant leurs ressources IT, en externalisant aussi leurs devs, en externalisant leurs outils, en les faisant reposer totalement sur des ressources externes et puis finalement en se séparant des ressources qui étaient dans leurs équipes, des devs qui savaient coder, qui connaissaient le métier de l'entreprise et puis qui savaient faire des choses. Mais par contre, effectivement, quand on a des équipes de dev en France qui ne sont pas de la taille d'un GAFA ou d'un GAFAM, c'est effectivement, on a plus de mal à se battre sur ce terrain. Et du coup, effectivement, on est vraiment dans un monde qui est tenu par 4-5 grandes entreprises dans le monde. Et c'est vrai qu'en France, ce que je constate, c'est que souvent, on a du mal à démontrer, à faire valoriser un peu notre compétence. On ne joue pas avec les mêmes armes. Voilà. Donc, après, on pourrait me dire, ouais, mais voilà, ok, boomer, t'es un vieux, c'est parce que tu fais de la résistance au changement, etc., etc. Mais en fait, soyons très clairs, hein, moi, j'ai rien contre ces outils. Certains, je les utilise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, AWS, Azure, tout ça font des super outils. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Mais le problème, c'est que tes grands outils, ils ont une forte puissance et cette puissance demande une grande responsabilité. Je le pense réellement. Et croire que mettre ses mains entre des mains novices, ces outils très puissants, ça va résoudre tous les problèmes, je ne pense pas que ce soit une solution. Donc voilà. Et puis, j'aimerais vous parler aussi, au-delà des outils, du clicodrome et tout ça, j'aimerais vous parler de la nature humaine. La nature humaine, en fait, on se rend compte aussi que dans notre métier de tech, vous en rendez compte au quotidien, c'est que souvent, la décision de faire quelque chose, de le faire d'une certaine manière, ne nous revient plus forcément. Souvent, c'est des décisions de chefs de projet, de PO, etc., qui vont prendre des décisions à notre place. Pourquoi? Ces personnes-là, souvent, sont passées par une case tech. Ils sont passés par une case où ils se sont dit, voilà, je vais faire 2 ans comme développeur et puis après, je deviendrai chef de projet. Et puis, effectivement, c'est ce qu'ils font. Alors pourquoi? Parce que la tech, ils ne sont pas faits pour ça, mais ils se sont dit, c'est le passage obligé. Je trouve ça un peu dommage parce que finalement, on considère que le métier de tech devient un passage obligé pour faire quelque chose de mieux reconnu. De la gestion de projet, j'ai rien contre la gestion de projet, hein, c'est pareil, il faut des PO, il faut tout ça, mais la tech en France, c'est pas quelque chose qui est très reconnu. Et du coup, on se retrouve avec des myriades de managers qui sont passés 1 an ou 2 ans par la case technique et qui vont nous dire bon, bah, moi, je vais faire des choix techniques à votre place parce que vous êtes que des petits développeurs, vous êtes que des petits techs, vous êtes que des DevOps. Moi, je suis passé par la case technique, je sais de quoi je parle. Et donc, la solution pour ce produit, pour ce projet, ce sera du Node.js avec telle base de données parce que moi, je sais que c'est bon. Vous vous contentez de coder, c'est pas le souci. OK. Et effectivement, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, un chef de projet qui a dit ouais, moi j'étais tech il y a 10 ans, donc moi de toute façon je fais le choix d'utiliser Node.js et puis on mettra tout chez AWS parce que je sais que c'est le top et vous saurez pas faire sinon. Voilà. Donc la personne ne s'est pas posé la question de savoir combien ça coûterait, ce que ça impliquerait en termes d'infrastructure, ce que ça impliquerait en termes d'équipe, en termes de projet. Elle s'est dit, voilà, elle était drivée par la hype-driven development, effectivement. Et voilà, donc finalement, et puis ils se disent aussi, ouais, puis ce qu'on va faire, on va embaucher un DevOps. Embaucher un DevOps. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, DevOps, c'est une façon de travailler entre les devs et les ops. Je sais que, alors là, je lance un gros pavé dans la mare et un gros troll, mais pour moi, le métier de DevOps, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est qu'un profil DevOps. Donc, mais bon, apparemment, dans certaines entreprises, c'est un DevOps, c'est un dev qui fait de l'ops ou vice-versa. On ne sait pas trop. Enfin, bref. Donc ça, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que ce biais, finalement, c'est le biais de Dunning-Kruger. C'est le biais du fait que, finalement, les moins compétents sur des sujets, entre nous, vont prendre des décisions qui vont impacter tout le monde. Parce que, en fait, ils surestiment un petit peu leur capacité, leur connaissance technique sur certains sujets. Et ça, effectivement, on le constate assez souvent. Enfin, moi, je l'ai constaté assez souvent. Et c'est quelque chose qui dommage, puisque on laisse pas finalement la part à la parole collective, à l'équipe. Et ce sont des personnes qui vraiment se surestiment et vont être parfois néfastes sur un projet. Un autre biais dont je voudrais vous parler, c'est aussi le biais d'ancrage. J'ai eu plusieurs fois affaire à des clients où ce client cherche finalement à driver leur projet uniquement par le coût. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire vous faire une proposition de projet en disant voilà, on a besoin de réaliser une plateforme e-commerce, on a besoin de réaliser tel site web, etc., etc. Il faut vraiment que j'accélère. Et souvent, ils vous demandent de faire une estimation de combien ça va leur coûter. Ils vous demandent de mettre en place une approche projet, de remplir un dossier énorme pour pouvoir faire leur choix, etc. Puis, une fois que vous avez fourni votre réponse à appel d'offres, vous mettez un prix, admettons, tiens, je te fais ta plateforme e-commerce pour 50 000 euros. Et la personne va dire, ah quoi, mais c'est super cher. Moi, j'estimais qu'il fallait que 20 000 euros pour la faire, cette plateforme. Mais en fait, cette personne, elle est partie déjà d'un postulat qu'elle savait ce qu'il y avait à faire, techniquement parlant. Elle avait estimé le coût d'un dev. Elle avait estimé le coût qu'il fallait. Elle est partie avec cette grosse encre
où finalement, elle s'était forgée une opinion sur combien devait coûter le projet. Non pas combien il va coûter, mais combien il devrait coûter. Et finalement, on commence à avoir du mal à tomber d'accord et à valoriser finalement pourquoi un projet coûte 2 fois plus cher que ce qu'ils avaient imaginé. Ils ont cette grosse encre qui est ce chiffre du prix, et puis surtout la date. Ils vous disent, bon, moi de toute façon, ok, vous me dites 50 000, et moi, vous me le faites pour 20 000, il faut que ce soit mis en prod à telle date. Ils savent pas combien finalement, combien ils peuvent payer, ou combien ça doit coûter. Ils savent juste qu'ils ont leur idée, qui est préconçue, et ils ont leur idée sur ce que vous allez faire dessus. Aucune idée de savoir, par contre, savoir si derrière, il y a des implications, si vous devez communiquer avec un CRM, si vous devez implémenter une API ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est parfois très, très, très difficile parce que finalement, notre expertise, de plus en plus, je le ressens, n'est plus trop écoutée. Et puis, il y a aussi ce fameux biais, le fameux biais du survivant qui est où les gens disent mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu n'utilises pas telle technique ou telle chose, telle plateforme, tel logiciel? Tout le monde le fait. Toutes les startups qui se sont lancées sur ce marché, regarde, elles font tout ça. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est seulement les startups ou les entreprises qui ont réussi sur tel ou tel domaine, sur tel ou tel sujet, ou en utilisant tel ou tel techno. Et en fait, on élude volontairement toutes celles qui ont échoué et qui ont finalement terminé par mettre la clé sous la porte. Et c'est aussi un biais qui est vraiment assez prégnant. On se dit, regardez, il suffit de lancer sa startup. On est à 3 dans un garage, on lance une startup. Regardez Apple, regardez Google, regardez X, Y ou Z. Ils se sont lancés dans un garage et regardez, voilà, le mythe de la startup garage. Et au final, on ne voit que celles qui ont réussi, jamais celles qui ont échoué. Et donc, ça laisse à penser dans l'inconscient collectif qu'il suffit d'être 2 ou 3 gugus dans un garage, on monte une startup et puis on devient milliardaire. Mais non, la vie, ça marche pas comme ça. Alors bien sûr, vous pourriez dire que je suis un petit peu atteint du biais de statu quo, que je me complais un petit peu dans un passé idéalisé, un passé sur lequel voilà, j'ai envie de m'accrocher et tout ça. Mais en fait, non, c'est juste que cet avenir que je vois qui se dessine, ces changements m'inquiètent un peu et vraiment, vraiment me font peur. Et évidemment, là, on sent venir la mélancolie qui arrive. Je suis vraiment, je broie du noir. Je me dis que voilà, moi, je me considère comme un artisan du logiciel. Je suis un software craftsman. J'aime bien faire des choses qui soient simples, qui soient élégantes, un code qui soit expressif, un code qui nous fasse vibrer, des choses sur lesquelles on apporte une vraie qualité, un vrai savoir-faire, un peu comme l'artisan boulanger qui fait comme du bon pain, qui va apporter une qualité supérieure à quelque chose qui va être fait dans une grande surface. Mais en fait, au lieu de ça, je me dis que c'est ça qui devrait être reconnu. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'en ce moment, on vit plutôt dans un grand footwear, quelque chose où on va se retrouver un petit peu au rayon des petits Jean Foutre, au rayon des bonnes affaires chez Lidl, etc. Et puis, de plus en plus, ce que je vois, c'est que la jeune génération, mais c'est vrai aussi pour d'autres, hein, il y a certains qui sont comment je dirais, qui ont les dents longues, les loups de Wall Street, je les appelle. C'est-à-dire, ils arrivent, ils sont tout neufs, ils viennent d'être embauchés dans une boîte, ils arrivent sur un projet, la première chose qu'ils font, ils crachent sur le code. Ah, ce code, il est legacy. Ah, moi, j'aurais pas fait comme ça. Ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Sans se poser la question de savoir quel est l'historique de ce code, quelles choses ont été faites, pourquoi ça a été fait. En fait, d'ailleurs, à partir de quand un code est legacy? En fait, personne ne sait trop répondre à cette question. Moi, je pense que le code il est legacy dès lors qu'on l'a écrit et qu'on l'a mis en prod. Bon, le code, il peut être legacy dès le lendemain. Mais bon, bref. En tout cas, ce que je constate, c'est que parfois, il y a une certaine malveillance dans certaines équipes pour dire effectivement, bah, c'est la faute à X, c'est la faute à Y, c'est la faute à Z. C'est pas ma faute. Moi, si j'avais écrit le code, ça aurait été écrit différemment. Voilà. Donc, c'est un petit peu dur à subir parfois. Et du coup, ça me déprime. Ce manque d'humilité me déprime. Vraiment, je sens cette grosse fatigue qui arrive en moi. La planète Mélancolia est vraiment en approche rapide et ça devient de plus en plus dur. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva, c'est qu'à un moment donné, vous vous en souvenez, au début de l'année, on a le Covid-19 qui est arrivé. Vous savez, cette petite grippe de rien du tout qui finalement a fait tousser le monde entier. On s'est retrouvé avec une interdiction de sortir. À partir du 17 mars, on s'est retrouvé officiellement confiné. On a dû mettre en place le télétravail à 100%. On a dû se réorganiser. On a dû travailler différemment.
certains projets des clients ont été gelés, d'autres ont été totalement changés dans leur façon, dans leurs objectifs, etc. Donc, on s'est retrouvé finalement enfermé dans un environnement de travail qui est devenu un peu comme une prison. Je me suis senti comme enfermé dans un bureau duquel je ne pouvais plus m'échapper. Et au final, à ce moment-là de l'histoire, c'est là où je me rends compte que je broyais vraiment du noir. Euh, le problème que j'avais, au final, c'était vraiment une accumulation de choses qui me minaient, des états de fait, des choses qu'on vit tous les jours, des choses, beaucoup de fatigue que j'avais cumulées. Je m'étais mis en ordre de marche pendant le confinement à travailler très très tôt le matin, très très tôt le soir, à très tard le soir. En fait, je travaillais tout le temps, le jour, la nuit, et ma tête s'est mise à ressasser des choses. Alors, bien sûr, il fallait aussi gérer les enfants qui étaient à l'école. Ma grande fille Emma terminait son DUT. Mon fils Maxime devait passer son bac de français. Ma dernière était aussi en quatrième, elle a quelques difficultés, etc. Donc, il fallait gérer tout ça. Et puis, ça s'est mis à tourner dans ma tête. Les nuits ont été courtes, de plus en plus courtes. Beaucoup de mal à trouver le sommeil. Et puis, un stress s'est installé. Il a été d'abord ponctuel. Et puis, vous avez plus la vidéo? Si, si, ok, d'accord. Euh, ok, super. Et donc, ce stress s'est installé, mais voilà, j'arrivais plus à me libérer l'esprit du travail, j'arrivais plus à faire la part des choses. J'étais miné par des idées noires, par ce genre de choses. Les tâches qui étaient difficiles se sont mis à devenir de plus en plus difficiles. Et puis, tout d'un coup, on est sorti du confinement. Voilà, j'ai beaucoup travaillé pendant ce confinement. J'ai pas réussi à me couper, à faire la part des choses, etc. Et on reprenait, pour ainsi dire, une sorte de vie normale. Mais j'avais perdu cette capacité à penser, à réfléchir de manière claire. Et du coup, je me suis trouvé vraiment en très grande difficulté. Et je suis allé voir un médecin. Et croyez-moi, si je vous dis que trouver un médecin en urgence, c'est très très difficile de nos jours. Et j'ai réussi à trouver un médecin en urgence vraiment par un fabuleux coup de chance. Et j'ai discuté avec ce médecin et qui m'a dit au final que j'étais déprimé, j'étais en burn-out. Et en gros, j'étais cramé. C'est-à-dire que toute cette accumulation pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, et cette chose qui est arrivée, cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui était le confinement, m'a vraiment détruit. Et j'ai été arrêté. Elle m'a pas laissé le choix. J'ai été arrêté plusieurs semaines. Et pendant cet arrêt, j'ai essayé de me recentrer sur moi. Je me suis coupé des réseaux sociaux. J'ai essayé de me couper le plus possible du travail. Je me suis coupé du travail, vraiment. Et j'ai essayé de prendre l'air, de marcher, de faire une mise au point sur ma vie. Et voilà. Bien sûr, vous dire que ça a résolu les choses, ce serait mentir. Ça n'a pas résolu les choses. J'ai pris, après mon arrêt de travail, je suis revenu travailler 15 jours, j'ai pris un mois de vacances. Et encore aujourd'hui, on est plusieurs mois après, ça c'était au mois de juin, encore aujourd'hui, on est plusieurs mois après, je sens que tout n'est pas réglé. Je sens qu'encore beaucoup de choses sur le marché me titillent, m'ennuient, etc. Mais aujourd'hui, je les prends avec beaucoup plus de philosophie. J'ai envie de dire que finalement, la vie, ce n'est pas que le travail, ce n'est pas que subir ce que les gens choisissent ou veulent choisir pour moi. Ce n'est pas seulement que l'IT ou la tech, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est des envies de changement, des envies de faire des choses, des envies vraiment de s'exprimer et d'être reconnu aussi quelque part et dans notre travail et sur les choses que l'on fait en dehors du travail. Donc quelque part aujourd'hui j'essaye de prendre un petit peu ces choses avec beaucoup plus de philosophie. Et puis je me suis dit que je cherche une réponse au sens de la vie quelque part. Comme vous le savez tous, la réponse c'est 42. Mais en fait, il n'y a pas une réponse sur chaque être humain est différent. Je suis en train de chercher ma réponse. Je ne l'ai pas encore trouvée. Mais je me dis que quelque part, je réfléchis un petit peu sur ma place un petit peu dans cet univers tech, dans cet univers professionnel. Et j'ai changé certaines choses qui me permettent d'aborder un petit peu ce deuxième confinement et cette deuxième partie de ma vie professionnelle qui arrive avec beaucoup plus de philosophie. Je me dis que
je suis peut-être pas encore finalement éteint, j'ai encore beaucoup de choses à apporter et je vois, je donne des cours en école d'ingénieur, je forme des gens, j'essaye de participer à des projets qui vraiment qui me disent voilà, j'apporte une vraie valeur ajoutée, je suis pas juste un pouce-bouton, un dev ou quelqu'un qui va apporter juste une réponse technique et qu'on va oublier. Voilà, je me dis qu'il y a des choses à apporter et que finalement l'extinction pour moi elle attendra. Je suis peut-être pas au bord d'extinction. Je me dis que finalement, je suis juste sur un passage à vide et que je suis vraiment à la moitié de ma vie professionnelle et il faut que je rebondisse pour changer de direction et pas m'acharner sur un passé qui a pu me plaire à une époque, mais qui n'est plus là. Il faut changer et donc avancer. Je dois m'ajuster. Voilà, l'extinction attendra. Et donc, pour revenir un petit peu sur Phil dont je parlais tout à l'heure, bah Phil Tippett, c'est ce qu'il a fait. Il s'est ajusté, il s'est adapté à ce nouveau monde qui s'offrait à lui, ce monde d'images de synthèse de choses. Et au final, il a collaboré avec Denis Muren et son équipe, puisque eux étaient très bons en images de synthèse, mais c'était de très mauvais animateurs. Et donc, Phil a apporté ce côté maîtrise de l'animation, maîtrise de l'image par image, pour pouvoir créer les images qu'on sait, qui étaient pour 1993-1994, qui étaient quand même un bond technologique énorme pour ce film culte qu'est Jurassic Park. Et donc, il s'est ajusté. Il a d'ailleurs reçu un Oscar pour son travail sur ce sujet. Et voilà. Et donc, la vie suit son cours. La vie suit son cours et pour lui, et la vie suit son cours pour moi. Je me dis que demain, oui, j'ai eu un passage à vide. Ce passage à vide, j'essaye de le travailler. J'essaye vraiment d'en tirer des bénéfices, même si tout n'est pas résolu. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais ceux qui vivent la même chose que moi, je sais parce que j'ai reçu, suite avec ce talk, j'en ai écrit un billet, j'ai reçu énormément de messages, des centaines de messages de la part de beaucoup de gens qui ressentent la même chose, qui ont vécu des choses aussi difficiles, qui ont vécu un burn-out. Pensez, si vous sentez que vous êtes en burn-out, si vous en sentez que vous êtes mal, n'hésitez surtout pas à aller voir un médecin, à en parler, à vous arrêter, faire un point sur votre vie. Ce sont des moments difficiles et on a le droit d'être humain, on a le droit d'être faillible. On a le droit effectivement de se dire qu'avant, on a perdu un monde qu'on aimait bien avant, mais il change et il faut savoir s'adapter pour pouvoir rebondir. Et pour ça, il faut être entouré. J'ai la chance d'être entouré de collègues qui sont extrêmement bienveillants, qui m'ont beaucoup accompagné sur cette phase difficile. Certains d'ailleurs sont dans la salle en ce moment même et je les salue. J'ai été accompagné par ma compagne qui était d'un énorme soutien, mes enfants, ma famille. Donc il faut aller chercher du soutien et surtout, il ne faut pas hésiter à un moment donné à faire une pause dans sa vie professionnelle, se poser pour essayer de se poser les bonnes questions, de trouver sa réponse 42 à ce qu'on veut faire. Et donc, pour la suite, comme je vous le disais, moi j'avance, je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais et j'y vais dans de meilleures dispositions qu'il y a quelques mois. Je me dis que au final, on peut aller vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Le tout, c'est de trouver cet au-delà, dans quelle direction il est. Et donc, comme je disais, je remercie vraiment les personnes qui m'ont accompagné sur le sujet. Et fun fact d'ailleurs, pourquoi je parlais de Phil Tippett? Alors déjà parce que j'aime beaucoup le cinéma et que mon frère Alexandre travaille dans le cinéma. Il est réalisateur de documentaires, il connaît très bien Phil Tippett. Il le connaît personnellement, c'est un ami. Et donc, voilà, ça me permettait de faire un petit clin d'œil et à mon frère et à Phil au passage. Et voilà, je pense que je suis arrivé à 40 minutes. Je suis désolé, à un moment donné, j'ai perdu du temps, j'ai dû accélérer. J'espère que ça a été assez clair pour vous et c'est décousu, que ça vous a apporté des choses et que ça vous permettra de ne pas broyer de noir et de voir finalement que la lumière peut exister dans notre métier, même si des fois on vit des choses qui nous semblent ne pas être celles en lesquelles on croit, même si on pense qu'on nous impose des choses, etc. Eh ben, adaptons-nous, cherchons notre voie et il ne faut pas s'accrocher à une voie qui, pour nous, ne nous correspond pas. Voilà, et je terminerai là-dessus. Et je vous remercie infiniment. Et je vais tenter de répondre aux questions s'il y en a. Voilà. Merci à tous. Alors, il y a des questions. Ouais, vas-y, pas de Je vais faire souci. très rapide parce que je pense Il y a deux qu'on est questions, presque tu peux y en aller. retard. Alors, le cloud est-il un hype selon toi? Alors, je pense que quelque part, le cloud est un peu une sorte de hype, oui. Pourquoi? Alors, je ne dis pas que le cloud en lui-même, c'est la hype.
c'est que en fait, beaucoup de gens voient ça comme étant la hype, c'est-à-dire ils se disent on va aller dans le cloud, on va aller sur de l'Azure, de la AWS, du Google ou que sais-je encore. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est la mode. Je pense que ce sont des outils qui sont très puissants, mais il faut les choisir avec parcimonie. Il faut les choisir quand c'est nécessaire. Parfois, quelqu'un l'a dit sur notre conf tout à l'heure, parfois, si on se dit que la solution, c'est mettre à disposition d'un client un Excel avec quelques formules, c'est peut-être ça la solution. Et après, on peut réfléchir à quelque chose d'un peu meilleur. Mais mettre en place pour un site web en static page un truc qui va auto-scaler pour faire des millions de connexions alors qu'on a 100 visiteurs par jour, voilà, ça ne s'entend pas. Donc, ça peut être la hype si c'est mal utilisé, oui, je le pense. Mais par contre, ce sont des super outils. Et je leur dis, hein, certains peuvent croire que j'ai fait des choses à charge sur le magiciel, le clicodrome, le cloud, etc. Et pas du tout. Hein. Ce sont de très bons outils, mais il faut savoir bien les utiliser. Alors, plusieurs piliers de Ikigai disent voir le moment présent, trouver son bonheur, les petites choses, famille, coder, etc. Dans ce cas, quels sont les éléments principaux qui te font peur? Alors, l'ikigai, on me l'a conseillé. Effectivement, je me suis intéressé à ça pendant mon arrêt. Et c'est mon ami Sébastien Pastor, qui est cofondateur de Beastie Job, qui m'en a parlé. Donc, je lui fais un petit coucou aussi. Oui, effectivement, l'ikigai permet de se recentrer sur ce qui est important pour nous. Et pour moi, pendant cette phase d'arrêt, j'essaie de me recentrer sur ce qui était important, c'est-à-dire prendre soin de moi, de faire des choses qui m'intéressent et d'essayer de me remettre à faire des choses que j'avais envie. Par exemple, l'écriture, c'est ce qui a aussi décidé l'écriture de ce billet que vous pourrez retrouver sur mon site. Et d'autres choses, je suis en train d'écrire d'autres choses qui viendront bientôt progressivement, me remettre au dessin, aussi à la peinture. J'aimerais me remettre à la musique, mais je ne trouve pas encore l'énergie pour le faire. Mais voilà, parce que je suis issu de famille de musiciens, mes enfants sont musiciens aussi, donc il faut juste que je trouve l'énergie pour le faire. Et en fait, l'ikigai, vraiment, c'est essayer de retrouver du sens par les petites choses qui font que on a envie de faire des choses, on a envie de faire ça, et que finalement, l'aspect purement professionnel, où on a des œillères, on va à fond dedans, c'est important, mais c'est pas ça qui est important. C'est les petites choses de la vie qui font qu'on est heureux. Et en fait, l'ikigai, je pense que ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions pour retrouver les choses qui peuvent nous rendre heureux. Voilà. Que penses-tu de la communication non violente dans un tel contexte? Alors, j'ai pratiqué la communication non violente, j'ai une formation dans une ancienne entreprise sur le sujet. Je trouve que c'est un bon outil, mais malheureusement qui est souvent parfois mal employé et mal utilisé. C'est-à-dire que souvent, j'essayais d'aborder les concepts de la communication non violente avec des personnes qui m'affirmaient haut et fort que j'avais tort, que ceci, donc qui utilisaient le tu qui tue, pour ceux qui connaissent la communication non violente. Et le fait est, c'est que lorsque la personne qui est en face n'est pas sensibilisée à ça, c'est assez difficile. Donc par contre, c'est vrai que nous, on a les armes pour nous battre là-dessus, mais peut-être pas forcément la personne qui est en face. Mais voilà, mais c'est un outil qui est assez intéressant. Je vais dire une dernière fois, Olivier. Alors, il y a 15 ans, on avait... Ouais, on avait des connaissances beaucoup plus larges sur le bas niveau que jusqu'au dev haut niveau. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup se concentrent sur une techno ou un petit bout. Oui, et effectivement, ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu fait broyer du noir. C'est que de plus en plus, et je l'expliquais au travers d'un client qui avait ce problème de configuration Apache, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont concentrés que sur des choses de haut niveau et ont perdu de vue tout ce qui est vraiment bas niveau. Je ne dis pas qu'il faut chacun avoir son serveur en on-premise chez soi et faire du réseau et tout ça, etc. Par contre, il faut savoir comment les choses marchent pour faire du bon logiciel, même si on fait que du haut niveau. Et quelque part, je vois qu'il y a une spécialisation de plus en plus de gens qui avant étaient plus polyvalents et maintenant on a plus des gens qui sont spécialisés sur des aspects cloud platform, sur des aspects très bas niveau réseau ou des aspects de code et il y a moins de gens qui sont peut-être polyvalents aujourd'hui. Mais je pense que ça peut changer parce que de plus en plus de gens, avec toutes les technos qui arrivent, s'intéressent à beaucoup de choses. Voilà. Donc j'ai envie de croire que c'est quelque chose qui reviendra et que c'est juste un passage à vide. Merci beaucoup. Et je vais m'arrêter là.